propose maintenant de passer au focus consacré à l'innovation au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Face à l'évolution du contexte stratégique, de la conflictualité et du progrès technologique, les armées se modernisent et se préparent au combat de demain. Dans ce contexte, pour favoriser une innovation essentielle au maintien de ses capacités opérationnelles, l'armée de l'air et de l'espace s'appuie notamment sur le Centre d'expertise aérienne militaire, ou CEAM. Chargé de la réception et de la mise en œuvre des nouveaux matériels, le CEAM est un acteur central du développement et de la mise en service des nouvelles capacités de nos aviateurs. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole aux colonels Arnaud Déné et Alexandre Ribaud. Madame la déléguée, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de me donner l'opportunité de vous présenter le Centre d'expertise aérienne militaire aujourd'hui, et notamment son rôle dans l'innovation au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Le colonel Alexandre Ribaud, à ma gauche, vous présentera ensuite des exemples concrets d'innovation réalisées au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Avant de débuter mon intervention, je vais me présenter vite fait. Colonel Arnaud Déné, je suis entré dans l'armée de l'air en 1997. J'ai fait des mutations j'étais chargé de tout ce qui est déploiement de systèmes d'information et de communication quand l'armée de l'air déployait ses forces. J'ai eu une carrière aussi dans la surveillance de l'espace. J'étais officier programme pour tout ce qui est capacité de surveillance de l'espace. J'ai fait 7 ans en Angleterre avec les Britanniques, avec la Royal Air Force. J'ai eu une première mutation en 2017-2020 au CEM, où j'étais à la place du colonel Ribaud. Et c'est à l'époque qu'on a organisé de manière un peu industrielle l'innovation au sein de l'armée de l'air. Et je suis revenu en 2023 en tant que commandant second et chef d'état-major. Alors, je vais vous présenter un peu le CEM. Pourquoi le CEM? Pourquoi je suis légitime aujourd'hui pour vous parler un peu d'innovation? Et pour ça, je vais vous présenter un peu les missions et pourquoi nous sommes un acteur important de l'innovation au sein de l'armée de l'air. Le CEM, c'est un organisme de l'armée de l'air et de l'espace qui est en charge du développement capacitaire. Donc, nous travaillons bien évidemment au profit de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace autour de 3 grandes missions. La première mission, c'est d'expérimenter tous les équipements qui sont livrés à l'armée de l'air et de l'espace afin de préparer leur mise en service opérationnel. C'est-à-dire expérimenter, c'est mettre un nouvel équipement dans son futur environnement d'emploi et regarder comment il s'intègre dans le système armé de l'air. Et l'objectif est vraiment d'augmenter un peu son rendement opérationnel. La deuxième mission consiste à développer les expertises opérationnelles et tactiques afin de mieux préparer les forces sur le plan opérationnel. On anime à cette fin les exercices et les entraînements quotidiens des forces. À ce titre, l'entité du CEM qui anime ces exercices-là est le résultat de plusieurs projets innovants. Et enfin, nous pilotons l'innovation ouverte dans le domaine opérationnel et entraînement. Au travers de ces 3 missions, le CEM s'intègre pleinement dans les 3 axes de la vision stratégique du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, qui sont, pour rappel, et vous le trouverez à l'écran, c'est la diapo d'avant, je suis désolé. Merci. Qui sont moderniser nos capacités, préparer et gagner le combat de demain et valoriser les aviateurs. Dans cette vision stratégique, le chef d'état-major rappelle que face au caractère évolutif du contexte stratégique et également du contexte évolutif des menaces, qui sont d'ailleurs étroitement liées au progrès technologique qui a tendance à s'accélérer, il est nécessaire de faire évoluer très rapidement les tactiques sur le champ de bataille ainsi que notre approche capacitaire. Cette approche capacitaire doit être ouverte sur l'innovation et l'industrie si on veut accélérer la mise en service de nos moyens. Donc l'armée de l'air s'est donc organisée pour favoriser cette culture d'innovation. Vous pouvez passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Et donc concernant la structuration de l'innovation au sein de l'armée de l'air et de l'espace, on distingue 2 types d'innovation. L'innovation ouverte et l'innovation planifiée ou programmée. L'innovation planifiée englobe l'ensemble des travaux qui sont réalisés au service d'une stratégie de long terme. Nous sommes ici dans les programmes d'armement. Par exemple, quand je modifie un standard du Rafale, j'innove et cette innovation est le fruit d'une expression de besoin. Pour favoriser ou émuler cette innovation, on peut s'appuyer sur des études technico-opérationnelles ou des programmes technologiques de défense. Concernant l'innovation ouverte, elle est non prescrite par une spécification précise du besoin. Elle peut être issue de la recherche scientifique, de l'industrie ou de l'innovation participative, c'est-à-dire une solution d'un aviateur à un irritant ou à un besoin. L'innovation ouverte dans l'armée de l'air et de l'espace se divise en 8 domaines: opération et entraînement, maintien en conditions personnelles, commandement et conduite, ce qu'on appelle le C2, les ressources humaines, la simplification et organisation du travail, la transition écologique, le spatial et la protection des forces. L'état-major de l'armée de l'air et de l'espace a désigné le CEM pour être le pilote du domaine opération et entraînement, c'est-à-dire que l'ensemble des innovations qui sont en lien avec les opérations ou l'entraînement sont pilotées à notre niveau.
Nous sommes les pilotes de ce domaine qui représentent une grande majorité des innovations pour plusieurs raisons. Le CEM rassemble une grande majorité des expertises techniques et tactiques du fait de nos missions. Quand on expérimente des matériels, il faut plusieurs différents métiers. Et le CEM possède 70 métiers sur les 120 de l'armée de l'air et de l'espace. Et ça apporte une diversité culturelle et une diversité technique. Nous sommes également, dans le cadre de nos expérimentations, les premiers utilisateurs des nouveaux équipements. Donc, on est les premiers à les utiliser, à éprouver leurs problèmes et leurs irritants. Nous avons un contact privilégié avec les industriels et donc les futures technologies. Et nous sommes également, un point important au niveau organisation, nous sommes une petite structure, 750 PAX. Et quand vous mélangez tout ça, vous créez un écosystème qui est favorable à l'innovation. Et c'est donc tout naturellement que le CEM est devenu un acteur dans ce domaine. Alors, piloter un domaine, c'est quoi? Piloter un domaine, c'est recenser les idées, les analyser pour valider leur pertinence, accompagner l'innovateur à concrétiser son idée et, le cas échéant, à préparer son passage à l'échelle. Piloter un domaine, c'est aussi favoriser l'esprit innovateur de l'aviateur, en mettant par exemple des espaces à leur profit sur les bases aériennes. Espace qui permet aux aviateurs de disposer d'aide, d'outils de conception et de fabrication, et ainsi aller au bout de démonstration de leur initiative. C'est ce qu'on appelle l'innovation participative. Piloter un domaine, c'est aussi stimuler l'innovation au travers d'un rapprochement accru avec l'industrie, ce qu'on appelle l'innovation d'opportunité. Pour émuler un peu ce type d'innovation, on peut, par exemple, s'associer à des pôles d'innovation, type Aliénor, Nova Aero, Idea Cube, qui permettent de créer et entretenir un lien entre le monde de l'industrie et le monde académique, et le monde de la recherche aussi. C'est aussi en développant une logique de laboratoire, de lab, dans différents domaines. Nous avons mis en place, par exemple au CEM, un battle lab drone et anti-drone. L'objectif est de fournir aux industriels de ce domaine un environnement maîtrisé dans lequel ils peuvent venir tester, mettre en œuvre leur système sans risque. Cela, c'est du gagnant-gagnant. Cela permet de développer les expertises tant qu'opérationnelles qu'industrielles dans un domaine qui est en constante évolution. Ça permet aussi d'éprouver les outils dans un environnement qui est non permissif, l'orage, brouillage, qui est difficile à mettre en œuvre pour un industriel, et face à des menaces atypiques, et voir comment nos matériels réagissent face à ces menaces, et in fine d'améliorer et de changer nos matériels pour qu'ils puissent contrer ces menaces. Nous avons également un lab C2 qui est orienté sur les outils de commandement et de conduite et les problématiques de connectivité. Ce lab organise un événement annuel qui s'appelle Bellara, dans lequel des industriels participent et exposent leurs projets innovants. Sur le même modèle, nous avons un lab guerre électromagnétique qui organise un exercice qui s'appelle Black Crow, auquel participent aussi les forces et les industriels. Et enfin, un lab facture humain, qui est plus dans le long terme, au sein du département de médecine aéronautique opérationnelle du CEM, en lien permanent avec l'industrie de recherche biomédicale des armées. Alors, l'innovation ouverte est importante pour l'armée de l'air, et notamment dans le domaine de développement capacitaire, car elle permet de répondre à un besoin réactif, si l'innovation réussit, et si le passage à l'échelle réussit. Et si elle échoue, en revanche, elle permet au CEM d'acquérir une première expérience, à l'armée de l'air et de l'espace, dans un nouveau domaine. Cela permet, par exemple, de comprendre les limitations d'une nouvelle technologie, et ainsi d'améliorer la définition d'un besoin qui viendra alimenter l'innovation planifiée ou programmée, que je vous ai présentée tout à l'heure, et in fine, gagner du temps. Ainsi, le CEM est à la charnière entre l'innovation ouverte et l'innovation planifiée. Et je vous propose désormais de voir les résultats de cette stratégie et de ce que nous avons mis en place. Et je laisse la parole au colonel Ribot. Merci, Madame la déléguée. Mesdames et messieurs, bonjour. Bien, je vais me présenter aussi rapidement. Je suis le colonel Alexandre Ribot. Moi, mon parcours, j'aurais tendance à dire, il est finalement simple. Je suis rentré après le bac dans l'armée de l'air et de l'espace. Et il y a cette opportunité de progresser dans l'armée de l'air et de l'espace, de prendre des postes de responsabilité. Et après une première partie de carrière très opérationnelle en qualité de contrôleur aérien, l'école de guerre et aujourd'hui des postes de responsabilité en état-major et plus particulièrement chargé du développement capacitaire et de l'innovation. Le contexte a été posé, comment nous sommes organisés pour innover dans l'armée de l'air et de l'espace. Ce qu'il faut retenir, ce sont bien les initiatives de l'armée de l'air et de l'espace, aucun attentisme, mais bien un objectif clair, c'est d'être au rendez-vous des opérations de nos engagements et gagner le combat aérospatial. Alors je vais avoir l'honneur de vous présenter quelques projets innovants. Il n'y a pas de distinguo entre planifié ou innovation ouverte, mais toujours
un point cardinal, c'est que l'armée de l'air et de l'espace occupe le terrain de l'innovation, du numérique et de l'intelligence artificielle. Vous allez voir également un dénominateur commun, c'est que beaucoup de projets sont issus des esprits de nos aviatrices et de nos aviateurs. Les quatre premiers projets pourraient paraître simplistes, et pourtant ils ont une vraie plus-value opérationnelle. Et vous allez voir, nous allons aller crescendo pour finir également avec un point majeur et stratégique pour l'armée de l'air et de l'espace, c'est son aviation de combat. Aussi, je vous propose tout de suite d'entrer dans le cœur de l'innovation avec une première vidéo qui va vous montrer comment l'armée de l'air et de l'espace a innové pour livrer par air des ressources, des colis de 1 à 20 kg sans parachute. Parce que s'il y a un gain opérationnel, s'il faut être efficace, il y a aussi une qualité majeure sur un théâtre d'engagement, c'est d'être capable de durer. Et donc, en se dispensant d'un parachute pour mettre au sol des vivres, quelques matériels de 1 à 20 kg, la vidéo ne se lance pas. Donc, je vais vous le faire à la voix. C'est tout simplement un conditionnement particulier qui fait que, la vidéo arrive. Qui fait que le colis entre en rotation. Là, c'est des innovations armée de l'air et de l'espace. Et il va assurer son propre frein aérodynamique et arriver au sol en bonne état, prêt à l'emploi. Et on a toujours préservé notre réserve de parachutes pour les réserver justement à d'autres types de matériel. Voilà un simple carton, mais de l'innovation et des idées, et toujours cette plus-value opérationnelle. Le deuxième projet innovant, c'est du numérique. C'est comment, dans la tête de deux aviateurs, en première prise avec tout ce qui est calcul de masse et de centrage d'un avion de transport, on peut numériser ce travail. Je m'explique. Un A400M, aujourd'hui, c'est un formidable vecteur de projection de puissance. Il a une soute volumineuse, mais qui est complexe parce qu'on peut finalement charger diversité de matériel. Et c'est très chronophage de calculer des masses, des centrages. Et le but avec cette innovation, cette tablette, c'est de finalement limiter la charge cognitive de nos opérateurs pour qu'ils se réservent à une autre partie de la mission. Et finalement, on industrialise ces calculs de masse et de centrage sans erreur, en toute intégrité et avec rapidité. Et derrière, l'armée de l'air et de l'espace va encore plus loin, c'est que ce qui a été pensé pour l'A400M va être mis à disposition des autres flottes de transport, C-130, CASA. Et donc, on a un gain de temps et finalement une unicité de système. Le troisième projet innovant, c'est dans la police du ciel et de l'espace. Madame la déléguée, vous parliez du dispositif de protection de sûreté aérienne pour le 11 novembre. Et bien voilà, comment on va aider un pilote et un tireur d'élite dans un hélicoptère pour être plus précis, pour améliorer sa mission. En coordination avec un industriel, créer un bras qui va permettre de stabiliser le tireur d'élite, de rendre son tir donc plus efficace. Et surtout, en poussant encore un petit peu plus loin l'innovation, on s'est rendu compte qu'on pouvait supprimer un opérateur qui avait une tâche annexe finalement dans cet hélicoptère. Et quand on enlève un opérateur, on enlève du poids. Et si on enlève du poids, on peut rajouter du carburant et donc avoir un temps sur zone qui est augmenté. Un gain opérationnel. Et je vais passer rapidement sur le dernier, mais qui a un vrai enjeu pour l'armée de l'air et de l'espace, c'est comment se projeter, faire une projection de puissance avec une empreinte logistique qui soit toujours minimum. Et le but, c'est d'arriver sur un théâtre d'opération, sur un terrain d'un partenaire, d'un allié, et d'être capable de réutiliser tous les systèmes de servitude, les barres de tractage, les groupes électrogènes dont ils disposent, et qu'ils deviennent ces systèmes compatibles de nos avions. Concrètement, nous partons avec quelques kilos d'adaptateurs techniques qui vont rendre compatibles sur le théâtre d'opération des groupes électrogènes, des barres de tractage qui pèsent plusieurs tonnes. On a vraiment réduit l'empreinte logistique. Je vous propose de passer la planche suivante, s'il vous plaît. Et là, on arrive dans des projets aussi très structurants et qui sont en train de passer à l'échelle, qui passent à l'échelle. La simulation massive en réseau, c'est comment on va rendre encore plus réaliste l'entraînement de nos forces aériennes en agrégeant du poste de commandement jusqu'à l'avion tous les opérateurs et toutes les forces opérationnelles. Le but,
c'est d'avoir un entraînement tactique qui soit le plus réaliste possible et qui soit vraiment en conformité vis-à-vis des engagements qui seront les nôtres dans les prochaines années. Et là aussi, on fait un entraînement grandeur nature qui est complémentaire des exercices d'entraînement des forces comme Volfa, avec un coût logistique et même financier qui est minimum et tout au long de l'année. Le passage à l'échelle est très concret. C'est aujourd'hui 150 cabines qui sont en cours de déploiement sur les bases aériennes de l'armée de l'air et de l'espace, et c'est une participation à Orion 26. On commence à toucher aussi le cœur du numérique, et vous imaginez que ce sera un terrain favorable pour intégrer de l'IA, et là aussi pouvoir avoir des bots, des agents automatiques qui vont stimuler toutes nos forces aériennes pour les mettre dans les conditions du réel, et surtout dans cette condition de la haute intensité. Planche suivante, s'il vous plaît. On reste dans le numérique, on arrive sur des capacités qui sont très structurantes pour l'armée de l'air et de l'espace, et là on est dans le Reaper, le drone, moyenne altitude, longue endurance. La particularité du Reaper français, c'est d'avoir à côté du poste de conduite et de pilotage de la machine et des différents capteurs, d'avoir une tranche de spécialistes, une tranche arrière, nous appelons, avec des opérateurs, des aviatrices et des aviateurs, experts du renseignement, qui sont capables d'exploiter tout ce qui est recueilli par le drone. Mais il faut savoir qu'auparavant, entre l'équipage conduite et l'équipage renseignement, le seul outil commun de travail, c'était la voix, c'était l'interphone de bord et c'était quelques chats. Et comme on est dans un contexte de ciblage, de récupération de données géographiques très précises, vous imaginez que c'était chronophage et surtout source d'erreur. Eh bien, le Centre d'expertise aérienne militaire a développé une forme de cloud de combat, une box, qui permet des échanges rapides, sécurisés, en parfaite intégrité entre tous les membres de l'équipage, mais surtout en allant toujours plus loin, cette initiative de l'armée de l'air et de l'espace de garder l'ascendant opérationnel. On connecte ce Reaper au centre de commandement et de conduite des opérations aérospatiales, par exemple à Lyon-Montverdun. Et donc toute la boucle décisionnelle est accélérée et améliorée. Étant aussi sur un sujet très numérique, l'intelligence artificielle fait son entrée dans la capacité Reaper, parce que je vous ai parlé de capteurs vidéo, de flux vidéo. L'intelligence artificielle est en cours d'expérimentation avec plusieurs industriels choisis pour là aussi libérer la charge cognitive de nos opérateurs et les recentrer sur le cœur de leur mission. Caractérisation de la zone, renseignement et ciblage et à des fins d'action à la fin. Et je vous propose de passer à la planche suivante, s'il vous plaît, et ça conclura mon propos. Là, nous arrivons dans l'aviation de combat, un point cardinal pour l'armée de l'air et de l'espace. Et en fait, c'est tout simplement comment l'armée de l'air et de l'espace a saisi l'initiative de numériser un avion des années 80-90. Le Mirage 2000D a été modernisé à mi-vie par Dassault. L'armée de l'air et de l'espace a demandé à ce qu'un calculateur soit changé, qu'il soit ouvert, capable d'agréger des applications numériques en tout genre. Donc Dassault a fait ce travail et l'armée de l'air et de l'espace, et plus particulièrement le centre d'expertise aérienne militaire, à présent, code des applications qui sont directement utiles et efficaces sur les engagements actuels et qui le seront pour les engagements futurs. Si je devais vulgariser, c'est un peu à l'image de vos smartphones. Les applications, le téléphone reste, le hardware reste, et les applications codées par l'armée de l'air et de l'espace vont venir s'agréger au fur et à mesure des besoins. Comment est-ce que l'armée de l'air et de l'espace a réussi ce défi? Tout simplement en prenant son escadron de chasse et d'expérimentation au sein du centre d'expertise aérienne militaire, en y agrégeant son unité de développeurs informatiques, qui va donc recueillir le besoin opérationnel, le coder, et l'avion part en vol avec cette nouvelle application. Et au retour, c'est un véritable banc d'essai, un débriefing, et de modification en modification, sous l'appellation de sprint, comme dans le monde du développement informatique, les applications sont à chaque fois améliorées et viennent bonifier la version précédente. Et tous les 9 mois, une version finale est livrée. Il y a 3 perspectives
et 3 enjeux finalement et 3 atouts. Le premier, c'est l'agilité, vous l'avez vu, la réactivité. On parle de militaires, un escadron de chasse, des équipages de combat, des informaticiens militaires. Rien ne nous empêche de déployer cette équipe au plus près des futures zones de combat pour toujours rétrofiter en temps réel, toujours moderniser en temps réel cet avion, je le rappelle, des années 90 et qui est aujourd'hui un avion entièrement numérique. Le deuxième aspect, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans cet avion des années 90. Et le troisième point, comme l'avion aujourd'hui est ouvert, son système est capable d'accueillir toute forme de codage, et bien ça en fait un véritable et un formidable banc d'essai pour l'armée de l'air et de l'espace. Cela conclura mon propos. Je vous remercie de votre attention. Vous l'avez compris, l'armée de l'air et de l'espace occupe le terrain du numérique, de l'innovation et de l'intelligence artificielle pour gagner ce combat aérospatial.